Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver pour un nouveau numéro de Plus belle ma Sarthe, l'émission consacrée au patrimoine sartois, à ses villages, à ses communes que nous vous racontons, que nous contons chaque semaine avec nos invités, mais aussi nos experts. Ce soir, à l'honneur, la commune de Pont-Valin, dont nous allons bien évidemment parler avec son maire et ses invités. Dans la deuxième partie de l'émission, on retrouvera nos chroniqueurs habituels, à savoir Pascal Mariette et Pilou Souchère. Et puis, pour terminer, dans la troisième partie, on retrouvera un navigateur sartois, Hugo Cardon, qui a participé à la course de Figaro en 2025 et qui a plein de projets en tête. Voilà, dans l'immédiat, je suis ravi d'accueillir l'équipe de Pont-Valin, avec à sa tête Monsieur le maire, Xavier Gaillat. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, c'est nous qui sommes très honorés d'être parmi vous ce soir. Écoutez, c'est avec un plaisir qu'on va pouvoir partager votre connaissance et puis mieux connaître Pont-Valin. Jean-Pierre Pénaud, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes, vous, le président du Souvenir français de Pont-Valin. Le comité de Pont-Valin, oui. Comité. Et puis Christophe Naille, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre de l'association des Amis de la Feigne, dont on découvrira pour ceux qui ne connaissent pas. Merci. Monsieur Gaillat, je vous l'ai dit tout à l'heure, on va pour certains découvrir, tout le monde connaît Pont-Valin, mais vous allez nous en dire un petit peu plus, savoir déjà combien d'habitants pour ceux qui ne le sauraient pas. Un peu plus de 1600. D'accord, on peut parler d'un effectif stable ou d'une... Ça fluctue un petit peu, on est monté à 1850, on doit être vers 1650. Ouais, donc c'est une commune qui est située au sud Sarthe. À combien de kilomètres pour ceux qui ne... Alors 25 km, hein, c'était les distances en lieu de Napoléon, donc on est à égale distance entre Le Mans, La Flèche, Château du Loir, également entre Écomois, qui a 12 km, le Lude, et c'est en full tourte, et puis 5 km de Mansigné, Écomois, etc. C'était bien fait à l'époque. Oui. Ah ouais. Comment on appelle les gens de Pont-Valin d'ailleurs? Des Valipontins, ou des Valipontaines, bien sûr. Je ne les oublie pas non plus. Hein, vous êtes Valipontain vous-même? Je suis adopté. Depuis de cœur maintenant, depuis plusieurs décennies? De cœur, de plusieurs décennies, depuis un quart de siècle maintenant, un bon quart. Oui. Et puis, je tiens à remercier, on aime la Sarthe, on aime Pont-Valin ou on la quitte. Et je ne la quitte pas parce que je l'aime. Ouais, je vois ça. En plus, vous êtes, on va justement entrer dans le vif du sujet, vous êtes maire de cette commune depuis 2008. Et vous avez succédé à quelqu'un qu'on connaît bien ici, qui a été le directeur et fondateur de LMTV Sarthe, Pascal Brulon. C'est tout à fait ça. Pascal, c'est vrai que c'était peut-être un peu difficile, mais c'est pas un hommage que je veux lui rendre, mais au moins des éloges, parce que si je suis là, c'est grâce à lui. Et je ne peux que l'en remercier. Il a traversé des épreuves, il a fait... beaucoup de choses au niveau de la communication, puisque on est ici, c'est grâce à lui aussi. Ouais. Il a fait beaucoup de choses pour la Sarthe, et je pense que c'est peut-être lui qui m'a donné l'envie d'essayer d'en faire à ma juste mesure, au moins pour Pont-Valin. Ouais, oui, je tiens à le remercier énormément. Oui, parce qu'il faut dire qu'avant d'être maire en 2008, vous faisiez partie déjà de l'équipe municipale. Voilà, c'est eux qui sont venus me chercher, qui m'ont propulsé en tant qu'adjoint, où j'ai commencé à rencontrer énormément de gens. Et c'est vrai que les Valipontins, les Valipontaines sont des gens charmants, je pense comme les autres personnages de la Sarthe. Mais là, c'est vrai que j'ai posé mes valises et je pense que je les poserai pendant encore longtemps. Oui, bon, on ne va pas présager l'avenir. Je ne sais pas quelle sera votre volonté et vos désirs. Vous êtes là depuis 2008, on est en 2024, ça 2008, fait donc... Mais avant, je suis arrivé donc à Pont-Valin en 2000, et depuis 2001, je suis au service de mes concitoyens, des administrés, etc. Et grâce à lui, on peut le dire. Et vous dites, justement, vous le dites, c'est grâce et non pas à cause de lui. Grâce, ça veut dire que comment 32 ans après, on va parler de bilan, mais comment le ressenti que vous pouvez avoir justement, chemin faisant, ça fait plus de 3 décennies que vous êtes maire de cette commune, les mentalités ont évolué, le travail a changé, sûrement les attentes aussi au niveau de l'administration. Est-ce qu'on peut dire que vraiment la fonction est devenue un peu plus complexe ou... La fonction est devenue un peu plus complexe, mais bon, on va pas faire de politique, mais à cause de l'administration, c'est vrai que ça se complexifie, mais
Et effectivement, j'ai connu une population à une époque, la population change, la population se redynamise, et je pense que le flambeau peut être passé et avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de force. Ça veut dire que les attentes des gens ont changé, ont évolué aussi. Vous les avez vus aussi, tout à fait. On a vu l'évolution entre des gens qui auraient pu être mes grands-parents. Et maintenant, c'est une population qui pourrait être mes enfants. Voilà. Et c'est vrai que entre les deux, on a réussi à faire la connexion entre nos parents et nos enfants. Mais à un moment, je pense qu'il faudra finir les accompagner, bien entendu, comme on accompagne ses enfants, comme on accompagne ses parents, pour relancer tout ce dynamisme et auquel je pense c'est bien parti. Dans quel domaine surtout les attentes sont les plus fortes ou les plus, vous le ressentez vous, on vient vous voir en me disant Monsieur le maire, on aimerait bien que ceci, il faut que ça aille plus vite peut-être, il faut. Alors certains plus vite surtout au niveau du dynamisme, je veux pas dire des entreprises, mais des artisans, des commerçants et au niveau des parents pour leurs enfants. Qui ont plein d'attentes, qui ont plein de volontés, qui ont plein d'idées, que nous, on commence à un peu, je ne veux pas dire, c'est pas être usé, mais on n'est pas de la même génération en fait. Voilà. Et à un moment, moi j'ai des petits-enfants que j'adore, et mes enfants me disent, non, c'est plus comme ci, c'est plus comme ça. Et là, à Pont-Valin, c'est exactement la même chose. Ben oui, il n'y a pas de raison. Il faut repartir avec des gens plus jeunes qui vivent avec la société actuelle. Une carte postale, si on veut prendre un petit peu de recul, vous présenteriez comment la commune de Pont-Valin? C'est un village où il fait bon vivre, une petite ville à la campagne, parce que vous avez des commerces. On a des commerces. Cette chance, parce que il y a de nombreuses communes qui souffrent justement de l'absence de. Alors c'est vrai que c'est une commune qui est bien située, hein, justement au croisement du Lude, des Commois, etc. C'est vrai que la position géographique le fait beaucoup, mais c'est toujours difficile à porter. Et, notre problème, c'est au niveau médical, etc. Hein, comme partout. Donc on va pas faire. Mais ce qu'il y a, c'est que les gens, on a la chance d'avoir un collège et d'avoir un bourg qui, je pense, a été bien rénové, bien actualisé et qui plaît aux gens. Je remercie la commune Sud-Sarthe également puis pour l'installation d'une crèche, une micro-crèche, de la garderie périscolaire, on a fait ensemble. Nous avons un gymnase qui est aux normes, qui est refait avec mur d'escalade, etc. On a des antennes LGBT c'est vrai, on peut en parler parce que c'est quand même la société de maintenant. La société de maintenant vient s'installer quand même dans nos campagnes qui sont quand même proches du Mans. Et je pense que c'est ce qui permet un certain dynamisme et puis un certain lien avec l'actualité et puis la vie de maintenant. Un dernier mot avant de passer la parole à vos amis. Parmi les travaux, on a parlé tout à l'heure de rénovation, il y a l'église, dont les travaux sont achevés ou presque, je suppose. Alors, sont achevés. La première tranche des travaux. Après, effectivement, ça peut être des tranches décalées. La première tranche devrait se terminer le mois prochain, début mars, avec une inauguration, on peut l'espérer, républicaine sur le parvis, une inauguration à l'intérieur de l'église avec les fêtes de Pâques. Mais c'est la première partie, mais c'est la partie la plus importante de la structure de l'église et qui permettra de la réouvrir et de pouvoir accueillir toutes les célébrations qui peuvent être faites, parce que certaines, ça fait de la tristesse pour Pont-Valin. Bien sûr. Jean-Pierre Pénaud, quand on parle de célébration, justement, vous qui êtes le président du Souvenir français de Pont-Valin, j'imagine que depuis 2023. Depuis 2023. Justement, vous pouvez nous dire un petit peu ce qui se passe dans l'association, ce que vous organisez, quels sont les temps forts, on va dire, dans une année? Le Souvenir français étant une association mémorielle, je me suis attaché à vouloir transmettre la mémoire et que je travaille beaucoup sur les enfants des classes de CM2. Donc, ma déléguée départementale précédente, Josiane Poupon, qui a été présidente du comité de Pont-Valin, et M. Delporte, qui était président encore avant elle,
organiser une sortie sur les plages du débarquement. Ouais. Donc on perpétue, mais le siège de Paris, maintenant, nous impose de limiter nos déplacements parce que, alors, ils nous financent jusqu'à deux voyages dans l'année sur l'ensemble de tous les comités de France, sachant qu'il y en a 1600. Ah oui. Pas plus de 200 km. Donc, nous, on ne s'est jamais plaint parce que jusqu'ici, on a toujours fait Arromanches, le cimetière américain, la batterie allemande de Longues-sur-Mer. Bon, cette année, on va aller moins loin. Ouais. On va faire le Blocos Chanzy et le musée de Conly. Tout ça, c'est au Mans et dans la Sarthe. Dans la Sarthe, donc on reste. Ouais. Et ce qui va peut-être nous permettre d'avoir des subventions au niveau peut-être du siège aussi, qu'on n'aurait pas si on avait voulu faire Arromanches, on était cuit, quoi. Alors, lors de vos rencontres avec les enfants, est-ce qu'il est aussi question de la bataille de Pont-Valin en 1370 ? Ça ne nous rajeunit pas, bien sûr. Non, bon, nous, on est plus contemporains. Nous, on est plus 1945. Vous voyez, on n'aborde même pas 14-18. Parce que je pense qu'au programme des CM2, peut-être que 14-18, ils l'abordent. Mais non, on est plus 39-45. Et par le même biais, moi, j'ai retrouvé, parce que j'ai hérité malheureusement des documents que ma mère gardait, parce qu'elle, c'était la mémoire de Pont-Valin, elle est décédée il y a 2 ans. Donc j'ai récupéré ces documents, et dans ces documents, j'ai récupéré des faits qui étaient liés à 1945, avec la commune d'Étry dans le Calvados, que Pont-Valin, je ne veux pas dire qu'on a un jumelage, mais on a trouvé un trait d'union avec une personne d'Étry qui a voulu connaître l'histoire de sa commune, parce qu'il était arrivé qu'en 1972. Donc un jour, il m'a appelé, puis il m'a demandé, mais il m'a dit, écoute, qu'est-ce qui s'est passé exactement à Étry et tout ? Et on s'est rencontrés, eux sont venus à Pont-Valin. Moi, maintenant, là, avec les élections, j'ai appris, apparemment, leur maire ne se représentait pas. On va peut-être essayer de relier des contacts avec le nouveau maire. Et on a quelqu'un, parce qu'on a un petit grand-père, Maurice Chevalier, ça ne s'invente pas. Ah oui. Qui s'est manifesté un jour je crois que c'était un 14 juillet au vin d'honneur, qui a dit « Mais moi, j'y suis allé à Étry, j'avais 11 ans et j'ai offert, on nous a demandé de faire des jouets de Noël pour les enfants. Il dit « J'ai offert un petit tracteur bleu et j'ai couché chez l'ancien maire. » Donc, et puis, je pense qu'il en meurt d'envie de retourner à Étry. J'imagine, ouais. Alors, là, cette année, 2026, je pense qu'on va reprendre cap de Calvados. Alors c'est vrai que la bataille de Pont-Valin, à laquelle je faisais allusion tout à l'heure, qui remonte à 1370, avec, je crois qu'il y avait 2000 Anglais qui débarquaient du côté de Pont-Valin, mais il y avait aussi du Guesclin, et je pense que pour les enfants, c'est quand même un nom qui parle, du Guesclin. C'est vrai que oui, parce que c'est un chevalier, eux, ils ont l'image... du guerrier en armure et le truc. Bon, et après, c'est ce que je disais aussi, je dis nous, les enfants, ce qu'il faut qu'ils se rendent compte aussi, c'est que quand on les emmène sur les plages de débarquement ou des trucs comme ça, la guerre, c'est pas que les jeux vidéo. Oui, bien sûr. Et bon, la réaction, si on peut dire, qui fait plaisir, moi, ce qui m'a surpris la première fois, c'est quand on les a emmenés au cimetière américain de Colville, et quand j'ai dit aux enfants, je dis, là, sous le gazon, c'est pas un terrain de foot, il y a quand même un corps. Et on sent le geste de recul des enfants, on sent qu'il y a quand même... on sent que ça les marque. Ouais. On va rester dans le patrimoine avec Christophe Naille pour parler de l'association des Amis de la Feigne, parce qu'on connaît la forêt de la Feigne, la chapelle de la Feigne. Ça rassemble, Christophe, beaucoup de lieux. Oui, principalement la chapelle de la Feigne. Ouais. Et je rebondis sur ce que vient de dire Xavier, monsieur le maire, et puis Jean-Pierre. On parle de l'église de Pont-Valin, on parle de l'histoire de Pont-Valin. Oui. Et moi, je réunis tout ça, puisque j'ai un lieu consacré, une chapelle mariale, et qui a 4 grandes caractéristiques, qui sont ce lieu de culte, un lieu de rencontre, un lieu d'histoire, et aussi un chantier de rénovation. Pour ça, c'est fantastique, on peut s'y retrouver. Celui qui veut venir en pèlerinage tous les lundis de la Pentecôte, un vieux pèlerinage qui date de plus de 600 ans, attesté de 600 ans, une chapelle du XIVe siècle. Et voilà. Et je rebondis, vous posiez la question à Jean-Pierre sur Bertrand du Guesclin. Oui. Je suis convaincu que Bertrand du Guesclin, après le 4 décembre 1370, va venir remercier la Vierge dans cette chapelle. Ah, c'est possible. Il y a grande chance qu'elle existait. Et avec les seigneurs, on est sur une châtellenie, une seigneurie, avec le château de la Feigne. Et puis, aujourd'hui, l'histoire a fait que
que la mode féodale ou castrale a disparu, malgré qu'on a encore des empreintes, quelques traces. Et puis, mais malgré tout, on a 7 chapelles. Un lieu de rencontre parce qu'on y fait des fêtes, des fêtes champêtres, un barbecue, un michoui et tout ça. Donc on y passe des bons moments. Et puis surtout, moi, c'est là où je me plais, c'est tous les jeudis, un chantier de rénovation. Donc tous les jeudis, on est une bande de copains et je rencontrais un architecte du patrimoine qui me disait je ne connais pas d'équivalent en Sarthe, où on est une association. Vous êtes combien dans l'association? Alors on est fiers de 250 adhérents. Ah oui. Donc c'est quand même, et ça n'a fait qu'augmenter d'année en année, et on maintient ce chiffre, on en est très content et très fiers. Et au-delà de ces adhérents, on a cette petite équipe de bénévoles qui tous les jeudis se retrouvent à la Feigne. On passe un bon moment. On est content de se retrouver, de se revoir. Bien sûr, ça a besoin de se rajeunir. On aimerait bien, Mais alors, on a une équipe de gens compétents. Tous les corps de métier ou à peu près. C'est ça. On a beaucoup de chance. Mais bien sûr, on a eu beaucoup de chance. L'association a eu beaucoup de chance. C'est de rencontrer Daniel Bonomé. Donc ce tailleur de pierre qui travaillait à l'entreprise Lefebvre à l'époque et qui a rejoint donc l'association qui était sous la présidence de Paul Giraud. Et puis Daniel, vieillissant, a laissé la place. Là, on voit Francis en train de travailler, a laissé la place à Francis Gouet, qui nous a rejoint aussi et qui nous fait profiter de ses compétences. Francis utilise des techniques du Moyen-Âge, le nid d'hirondelle, le coulinage et tout ça. Et donc, on y passe vraiment des bons moments. Donc là, le jeudi après-midi, n'hésitez pas, le jeudi toute la journée d'ailleurs, n'hésitez pas à venir nous rejoindre, venir nous voir, nous rendre visite. On vous parlera de patrimoine, on vous parlera d'histoire, on vous parlera de technique. Et voilà, le plaisir de cette chapelle. Super. Bravo et en tout cas. Ça veut dire que c'est le jeudi. C'est Principalement. le jour, le jeudi, où si, il y en a qui souhaiteraient peut-être venir s'entretenir avec vous, tout simplement. Pas mettre les mains dans le cambouis, mais au moins prendre des infos. Pourquoi pas, le jeudi, puis peut-être vous rejoindre. Tout à fait. Le jeudi, bien sûr, après, on reste ouvert aussi aux journées du patrimoine. On ouvre volontiers la chapelle et puis à la demande. Quand je vous disais lieu de rencontre, au-delà des michouis aussi, on reçoit également les scouts. On a des sections de scouts du Mans, qui viennent du Mans ou d'ailleurs, et qui sont très contents d'occuper le lieu. Et puis cette chapelle mariale pour y célébrer 3 fois par an une messe en l'honneur de la Vierge Marie. D'accord. Voilà. Monsieur le maire, Christophe et Jean-Pierre illustrent, incarnent bien justement toute cette notion de bénévolat qui est importante dans une commune, de favoriser les rencontres aussi, parce que c'est aussi, ce sont des lieux de vie, quoi. Des lieux de vie, et en plus avec la rénovation de notre église, ça tombe bien à propos, puisque Léo Cani, notre architecte, fait des visites, donc à partir de demain, il y aura une visite de chantier auquel toute la population est invitée, enfin toute la population en petit lot, voilà. Et c'est vrai qu'ils font vivre et ils font perdurer l'histoire de Pont-Valin. Bravo en tout cas. On prend soin du patrimoine de Pont-Valin. Super. Bravo, on va en reparler juste dans un instant. Le temps pour moi de Christophe de vous remercier d'être venu participer à cette émission. Jean-Pierre Pénaud, merci aussi. Merci. Monsieur le maire, je vous invite à rester avec nous parce qu'on va se retrouver dans quelques instants pour la deuxième partie de l'émission avec Pilou Souchère et Pascal Mariette pour parler de patrimoine à nouveau. À tout de suite. Un village qui raconte l'identité de notre département. On pourrait parler de Pont-Valin aussi de cette manière, n'est-ce pas Pascal Mariette, quand on voit tout ce qu'il peut y avoir dans le domaine du patrimoine. Oui, c'est très riche. On a parlé de la chapelle de la Feigne en première partie. Magnifique restauration. Et on va commencer par quelque chose qui est peut-être le plus ancien, je ne sais pas, pour Pont-Valin, qui est le pont dit romain. Alors il est romain, comme beaucoup de ponts, il a des bases romaines. On dit toujours, moi je ne m'aventure pas à dire qu'il est romain forcément parce que les arches sont plutôt médiévales. Et bon, bref, il est toujours ce pont sur un axe important qui était en gros le Lude Le Mans, on va dire Aubigné-Racan Le Mans, où il y avait un site. On peut penser que c'était une ligne à peu près droite, monsieur le maire. Tout à fait. Et donc ce pont, il est intéressant parce que il en reste beaucoup, quelques-uns dans quelques communes. C'est ces vieux ponts, je dirais médiévaux, pas très larges, où on passe avec une
petite charrette, si on passe, mais pas avec une voiture. Et donc, il est sur un parcours de randonnée, donc c'est toujours bien à signaler. Alors, 2 petites arches, vraiment, il est mignon comme tout. Donc, je tenais à commencer par ça, ce serait certainement une des choses les plus anciennes. À côté, un moulin en ruine, n'hésitez pas à vous balader. Je cherche le nom du lieu dit, c'est Bourg... Je sais plus, On peut y accéder parce Oui, on peut y accéder. Il est sur le chemin de randonnée. Il y a une randonnée qui fait le tour dessus. Ouais. Et puis, autre chose, vous avez parlé tout à l'heure de la bataille avec du Guesclin, évidemment, c'est quelque chose d'intéressant. Donc, la chapelle de la Feigne, évidemment, qui marque, et cette grande bataille de du Guesclin qui a surtout lieu le 4 décembre 1370. Et puis, alors, il s'est passé quelque chose d'étonnant. En 1800, par contre, 92, sur votre commune, on a trouvé un trésor au lieu dit où il y aurait eu la bataille, c'est-à-dire dans la plaine de Rigalet, sur cette plaine. Alors, en allant chercher du sable, vous savez, c'est des landes, on a des territoires de sable, et donc en 1892, les gens ramassaient du sable peut-être pour faire un enduit ou je sais pas quoi, ils ont trouvé 10 kilos de pièces de monnaie, essentiellement, en argent, un petit peu en billon, ce qu'on appelle un mélange de cuivre, de zinc et d'argent, mais aussi quelques pièces d'or, une quinzaine de pièces d'or. Et ce trésor, eh bien, vous en avez une partie, la commune, mais l'autre partie, je ne sais pas trop où elle est d'ailleurs. En mairie, oui. En mairie, oui. Et donc, je vous ai mis quelques images de ces pièces de monnaie, qui sont des pièces intéressantes, puisqu'elles sont de cette époque. Et c'était vraiment un trésor. C'est le trésor de la commune. Je ne sais pas où est le reste des pièces, et surtout les pièces en or que vous n'avez pas. Mais malheureusement, c'était vraiment un demandera Pascal. Voilà, c'est vraiment un très beau trésor. Et donc, qui remonte. Donc, est-ce que c'est un soldat anglais ou français qui, voyant sa fin venir, a enfoui dans cette petite caisse en bois? C'était une petite caisse en bois en chêne, qui ont passé des siècles et qui ont été retrouvés. Voilà pour ce trésor que la commune a. Alors, autre élément du patrimoine intéressant, c'est l'église. L'église, vous en avez parlé tout à l'heure, il y a des échafaudages actuellement. Alors, je veux dire qu'il y a 3 parties. 3 parties parce que l'église, il y a une partie, la nef, qui est romane, 12e siècle. Il y a le chœur, qui est du 13e siècle, avec des baies 13e, 14e siècle, avec surtout cette partie-là, vous voyez la partie en tuffeau qui est apparente, avec des voûtes à l'intérieur dites de style Plantagenet, donc on est dans le XIIIe siècle. Et puis ce clocher complètement refait, qui a une histoire, parce que le clocher initial avait été complètement détruit en 1799 par les Chouans, parce qu'il y a des habitants de Pont-Valin, des jeunes républicains sans doute, ils s'étaient réfugiés dans le clocher. Alors les Chouans ont fait brûler le clocher et l'église, qui était détruit, mais il n'a été reconstruit qu'en 1822, dans l'allure qui est là. Et puis, il y a une petite chose étonnante. Il y a sur ce clocher, on trouve comme un petit campanile, on va appeler ça, un petit campanile, qui surplombe ce clocher. Et puis, je vous conseille de faire le tour de l'église parce que c'est vrai qu'il reste des éléments murés, comme cette baie qui est certainement du XIIIe, XIVe siècle. Et vraiment, ce qui fait que cette église, je dis bien 3 parties. Donc, vous avez une partie 12e, voilà, la nef. Deuxième partie, le chœur, 13e, et puis ce clocher qui est fin 19e. Alors, fin 19e, c'est vraiment l'image que j'ai de votre commune, parce que vous avez... Ah, juste à côté derrière. Si, une chose. Résidence du prieuré. Pourquoi? Parce qu'il y avait un prieuré à cet endroit, très ancien, qui dépendait de l'abbaye de la Couture du Mans, qui a aujourd'hui disparu, mais aujourd'hui, c'est la maison de retraite. Donc, c'est intéressant quand même d'en parler. Mais au 19e, je reviens au 19e sur les maisons. J'ai fait toute une photo qu'on a vue aussi dans la première partie, de belles maisons. Vous avez des belles maisons bourgeoises parce que simplement, à la fin 19e, eh bien vous étiez un territoire de Landes, pas très riche en agriculture, etc. Il y a quand même des petites entreprises, des petites entreprises locales, qui soient artisanales ou de commerce, qui se sont développées avec des riches commerçants et des riches artisans qui ont fait bâtir de très belles maisons. Et si vous regardez toutes les façades 19e qu'il y a, il y en a des somptueuses. Vraiment, c'est sur l'avenue, sur la rue du 11 novembre ou sur la rue du Guesclin. Et vous allez vraiment regarder ces petits détails architecturaux comme le fronton ici, vraiment de qualité, avec le tuffeau. Même ici, j'ai mis, parce que là, il y a une petite, on met du tuffeau et une rangée de briques, peut-être de Pont-Valin d'ailleurs, puisque à un moment, il y avait une briqueterie à Pont-Valin. Et regardez celle-ci, par exemple, avec toute la série de lambrequins. Je crois que c'est les notaires qui sont là, ou quelque chose comme ça. Et donc, regardez les petits lambrequins, les détails de lucarnes, par exemple. On voit les frises aussi sous les toits, encore une autre lucarne intéressante.
Donc vraiment, on est sur quelque chose d'intéressant. Et cette tour, cette petite tour d'angle qu'on appelle une gloriette, c'est pour s'isoler au fond du jardin. Elle a un petit côté pagode avec ce toit un peu étonnant qui a une inspiration qui nous vient presque de Chine. Et puis, vous avez de très beaux, jolis porches aussi de maisons. J'en ai pris quelques-uns. C'est vraiment qui montre que s'il y avait des porches, il y avait forcément à côté la petite voiture avec le cheval qui rentrait. Donc voilà, très belle série de maisons, avec aussi des histoires sur les maisons, comme cette maison où je crois que c'est un évêque qui est parti au Cameroun qui est né dans cette maison. Et puis, je vais terminer par une grande maison, terminé dans la série des maisons 19e, par cette grande maison qui s'appelle la maison du Dauphin couronné, qui, on l'aurait mis au milieu d'un champ, on aurait dit c'est un château. Et c'est une maison vraiment construite au début du 19e siècle, avec vraiment des inspirations, on va dire, antiques. On a les références aux colonnes, etc. On a 3 niveaux. On est vraiment dans ce petit palais, ça, vraiment, on pourrait dire comme ça, avec des ouvertures en bas, avec des demi-cercles. À l'étage, on a plutôt le lieu de résidence avec les balcons. Et puis à l'étage, on a même des niches avec des sculptures à l'intérieur. Et puis sur le côté, on a un petit pavillon où il y aurait eu une agence de notaire à un moment, apparemment. Et puis vous voyez, regardez ce détail, toujours le porche. Et le porche, on va zoomer un petit peu sur la porte du porche, où là, puisque c'est l'hôtel, la maison du dauphin couronné, il y a une petite référence au dauphin sur le petit loquet, là, pour l'heurtoir, pour dire on est là. Et c'est un joli dauphin magnifiquement représenté. Et puis donc on a vraiment tous ces détails encore vraiment du 19e. Moi je trouve ce bâtiment vraiment exceptionnel. Alors je ne sais pas s'il est encore habité, mais alors vraiment c'est une très belle maison. Ce qui est dommage, c'est que vous ne puissiez pas visiter l'intérieur, où c'est vraiment une page d'histoire. Dans son jus ? Dans son jus, oui. Ah, dans ça, son c'est jus. super. Il y a du potentiel, mais il y a des travaux. Mais il y a des collections assez importantes et particulières des anciens propriétaires. C'est vraiment une magnifique maison qui a une histoire. Il y a eu un film qui a été tourné, je ne me rappelle plus le titre, mais c'est effectivement une belle page de Pont-Valin. On peut parler d'un beau patrimoine architectural, Oui, franchement. tout à fait. Et on va terminer par un château, un Ouais. château que tout le monde connaît parce que si vous faites la route Le Lude-Le Mans, en revenant du Lude, généralement on l'a en plein sur le coteau avant d'arriver à Pont-Valin, c'est le château des Touches. Moi, quand j'étais gamin avec mes parents, on prenait souvent cette route. Il y avait des colonies l'été à l'intérieur. Aujourd'hui, je crois que c'est presque un gîte. Je crois que c'est loué en tant que gîte. Je me demande même si c'est pas à vendre. Donc, parce que j'ai cru voir sur Internet qu'il y avait des propositions de vente. Peut-être plus, monsieur le maire. Je sais pas. Alors là, peut-être. Non, bon, bref. Encore. Et donc, à ce vendre, château. non, personnellement, je ne pense pas que ce soit à vendre. Il y a des travaux qui sont faits. Ça a été repris, effectivement. Le papa et la maman que je connaissais, mais qui était historique. Mais à côté, effectivement, les dépendances, là, on le voit sur la photo, c'est un gîte. C'est un gîte qui fonctionne très, très bien. Et on a été faire quelques travaux avec des vélipontins qui ont des entreprises pour remettre enfin, pas en valeur, mais pour maintenir ce bijou de Pont-Valin. C'est vraiment imposant. Ça a été construit à la fin du 19e, c'est récent. La ferme à côté a été faite en 1850 et il y a la petite chapelle aussi à côté de la ferme. Donc vraiment, c'est un ensemble qui est magnifique. Alors sur la route, c'est pas toujours évident de se garer, mais on l'admire en prenant la route puisqu'il y a les virages. En descendant, généralement, on l'a en pleine face. Donc c'est vraiment un de ces bijoux aussi qui complète vraiment le patrimoine de Pont-Valin. Super, bravo. Monsieur le maire, il a bien fait le tour du propriétaire. Oui, mais bravo. Vous êtes toujours exceptionnel. J'ai le souvenir de la dernière fois où, effectivement, même moi, à cette époque, j'ai découvert les pépites de Pont-Valin et sur lesquelles je me suis penché et que je connais un peu plus. Et je vous remercie énormément pour la qualité de votre intervention et pour mettre en valeur Pont-Valin. Bon, merci à vous. On va voir, parce que là, on va écouter maintenant l'énigme de Pascal, si vous êtes capable d'y répondre. Oui, alors là, c'est peut-être simple pour monsieur le maire, je pense, parce qu'il va peut-être le savoir. Quelle découverte a été faite à Pont-Valin en 1947 et qui a été exposée pendant plusieurs années dans un musée du Mans? A. Le casque et l'épée présumée de Bertrand du Guesclin. B.
le fossile d'un œuf de Diplodocus de la fin du Jurassique. C, un bouclier gaulois du 1er siècle avant Jésus-Christ. D, le squelette d'un auroch de plus de 3000 ans. Dites-moi, vous êtes creusé la tête là. Je dirais D, Pascal. Ouais, je dirais D aussi, c'était pas au musée vert. Oui, tout à fait. Bon. Donc, oui, il a été trouvé un auroch. Alors, les aurochs en Europe et en France, en gros, ils ont été présents jusqu'au 6e siècle. On sait que jusqu'au 6e siècle, donc, bien que ce soit, on va dire, un taureau historique, puisqu'il est préhistorique, qui est représenté à Lascaux. Donc ce taureau, vraiment, ce squelette a été trouvé et il a été exposé. Il y a une petite image qui montre comment il est exposé au musée vert du Mans pendant des années, parce que c'était vraiment aussi une découverte. Voilà la photo du musée. Et donc ils ont trouvé quelques fragments, hein, mais qui montrent que cet animal de 3000 ans a résisté au temps et a été découvert à Pont-Valin. Eh ben, super. Merci en tout cas Pascal pour toutes ces précisions. Sans transition, on parle du patois sartois avec notre ami Pilou Souchère, membre de l'association ELA, qui connaît bien Pont-Valin aussi, hein, bien évidemment, pour qu'il n'ait rien de secret. Oui, je suis du coin, c'est pour ça. Mais ce soir, de quoi allez-vous nous parler? On va refaire des petites phrases en patois, histoire de rafraîchir un peu meubler la le petit mémoire, quotidien que les gens utilisent dans leur quotidien, sans modération, bien sûr. Alors, bon, en plus, j'ai vu votre interrogation par le directeur des écoles, Maître Louvet. Hein, la semaine dernière. Oui. Ouais, c'était pas fameux. Hein. Pas brillant votre affaire. Fameux, ouais. Hein, pourtant, ce n'était qu'une révision, mais c'est vrai qu'on a... donc c'est pour ça. On a achoppé sur de nombreuses questions. On va essayer d'être concentré, hein, Bon. Maître Palmé. On va essayer de faire mieux. Alors, donc du coup, pour la première, j'ai entendu frincailler là-dedans. On va faire ça, c'est faire du bruit, ça, je crois, frincoyer, non? Ouais, c'est ça. C'est faire un petit bruit de quincaillerie, même d'ailleurs, Bon, ok. un petit peu, quoi. Mais le frincailler est quand même beaucoup plus joli. Oui. En termes. Frincailler, Et c'est ça, joli, hein. ouais, et ça, c'est bien de chez nous. Enfin, moi, je sais que je l'utilise vachement dans mon quotidien. Ça frincaille de partout. Alors, ensuite, la seconde. Ton site, il n'est ben frité. Alors, ton site. Monsieur le maire, Le cidre, ça vous parle? Fruité. Ton site, Le voilà. cidre. Ton site, il est bien fruité, Fruité. effectivement. Bravo. Tout à fait. C'est bien ça. Ensuite, il piacotait, on veillait bien que ça y avait du mot à couler. Piacoté. Piacoté. Il piacotait. Et puis à côté, il mangeait. Piacoté. Alors, il picorait. il tatasse, Oui, il tatasse, Mais non? c'est piacoté, Picoré. c'est quand vous êtes long à mastiquer, quoi. On voit bien que ça a du mal à passer, quoi. Donc Ah, c'est pour ça mâcher. qu'on voyait bien ça avait du mal à couler, à passer. ok. Donc on voyait bien que ça y avait du mot à couler. Entendu. Voilà. Il piacotait, pas confondre avec piaquer aussi. Piaquer, c'est quand on fait du bruit en mangeant, hein, qu'on a tendance à... Ouais. Là, c'est Monsieur Gaillard, il va lire la prochaine, là. Là, c'est Allez, piaquer. testez Allez, votre, à on va vous. tester votre Allez. patois. Oui. C'est écrit en face. Bon, ça va. Ouais, je pense que c'est ça, non? Exactement, tout à fait. Voilà. Eh ben, c'est Un moi le matin, ça. As-tu la coué quand il se levant? Oui. Eh ben, Ah, c'est ça, oui, c'est ça, les c'est- cheveux ébouriffés, tout à Oui, fait. oui. Voilà. Et tout bas Monsieur le maire coiffé. nous a fait une belle Oui, démonstration. ah, ouais, de... j'ai été obligé de décaler de bonne heure pour des histoires. Effectivement, j'étais. Oui, Saint-Georges. Saint-Georges de la Couée. Bien sûr, bien sûr. Ah, Ben, bah est-ce oui. que ça a un rapport avec le fait Ah, d'être dame. ébouriffé? Ça, Ouais. peut-être que Saint-Georges, elle était peut-être ébouriffée là, Peut-être, par là-bas. Peut-être, oui. C'était Ou, Saint-Jean et ou avoir, Bourriffé, ou en avoir un français. épi, c'était pas forcément que être ébouriffé Bah, il y a le peut-être du matin. vent, c'est peut-être une C'est région aussi vent. avoir un Ah. épi, donc il y en a Ah aussi oui. qui ont Oui, toujours c'est un ça. épi en permanence. Allez, la prochaine pour Alors Pascal. ensuite, Alors, on va essayer de point finil en Javel. alors, En Javel, Javel, quoi. Mal, Voilà. mal, sur le toit. alors, on va essayer de point finir, ça alors, va? Ouais, Ça on va, va ouais, pas Ouais, finir. C'est à peu près clair, mais en Javel, qu'est-ce que c'est bien Alors, la oui, Javel? À l'envers, ouais, peut-être, ouais. non, c'est ça? C'est-à-dire, Non. on aura abusé de l'alcool et. Non, en rien. on peut le dire peut-être pour l'alcool si on veut aussi, hein, En mais en tout Javel, cas, pas c'est de rapport. finir disloqué, quoi. Ah, ok. C'est d'accord. vraiment. Alors, Ah oui, donc là. on le dit souvent aussi pour un tonneau. Au bout d'un Ok. moment, quand les cerclages ils s'en vont, bon bah ça se disloque complètement. oui, quoi. Donc bon bah après tout ce qui se disloque un petit Ah peu ben dans le même oui. état d'esprit, on peut l'utiliser Ok. de Pas de cette rapport façon. avec le Javel. Rien à voir. Finir, Rien à on voir. peut dire Sauf finir. que ça disloque les bactéries. Ah bon. Parfois, on dit finir sur la jante. Hein, Oui. un peu, c'est un peu dans le même esprit mécanique, quoi. Il on y, va dire. il y a un peu de ça, il y a un peu de ça éventuellement. Alors ensuite, Alors, il m'a tout massicoté.
massicot, moi, c'est Coupé. Ouais, eh ben exactement, c'est ça. Et c'est déchiqueté, voire même de travers, quoi. Mais c'est vraiment déchiqueté, faire ça mal, quoi. Massicoter, si vous passez à des broussailleuses, c'est faire ça vraiment comme un malpropre, quoi. D'accord. Laisser des morceaux. Alors, et affûté comme un fenouil. Est affûté comme un penouil. Ah, c'est pas penouil, pardon. Un penouil, pardon. Penouil, un ouais. penouil. Est affûté comme un... Alors, est affûté, comme ça un veut dire penouil. être Est affûté. affûté, être prêt, être en forme, être affûté. Non, pas dans ce sens-là. On est habillé comme... Ah voilà, habillé comme une penouille, c'est effectivement... Ah oui, bon, c'est c'est mal vêtu, quoi, en gros. D'accord, quoi. ok. Ouais, mal, Ah, je savais pas qu'affûté, c'était le... Ouais, affûté, ah bah si. Oui. Oui, effectivement, t'es mal affûté. On est mal mal affûté, affûté, on est bah, mal- voilà. on est mal Mais on peut fringué. dire aussi être affûté comme Je pensais un affublé, penouil. mais bon, affûté, d'accord. ok. Ah non, affûté. Ouais. Ça se dit Ok. aussi, ouais. Alors ensuite, Allez, Pascal. La châtée, c'est pivaude au soulet. alors la chatte Enchanté. est s'épivaude ou soleil. Au soleil. Alors Ah oui, la c'est chatte, pas- c'est le chat. La chatte. chatte, ouais. Alors, elle fait ci ou elle fait Alors ça elle s'épivaude au soleil. Le soleil, Non. le soleil. Ah, ok, d'accord. Ah, elle s'étire, elle Elle s'étire. Elle s'épivaude, voilà, c'est ça, quoi. Elle se prélasse, quoi. D'accord, C'est se prélasser, s'épivauder. Très joli. ok. Allez, Monsieur Gaïa, c'est pour vous la grande, la longue. Approprié. Alors, Allez, vous nous la lisez hein, à l'antenne. Faut t'approprier, tu vas pas y aller dans cet état-là. Ah bah voilà. alors, faut t'approprier. Eh ben, faut te mettre beau pour aller Exactement. quelque part. Super. Bon, bah voilà. Parfait. C'est approprié, c'est effectivement se Rien à dire. vêtir correctement, se mettre au propre, mettre se beau. mettre beau. Ok. Le mettre bien haut. Alors, il t'est fâché, il m'a regardé de bicoin. Regarde Ouais. un coin, Regardez de travers. Ouais, Ouais, c'est ça, d'accord. tout à fait, de travers. Faire, Alors ensuite, on apprend le temps, faut faire à la galope. faut faire ça Faut à la faire ça à la galope. galope. Faut faire ça à la galope. Ouais, faut faire ça Ouais, vite. prestement. Ouais, c'est ça, c'est- Galoper, quoi. Ouais, c'est ça, c'est à la galope. On a pas le Mais, temps. mais c'est rigolo à la galope. Ah ouais, faire à ça à la la galope. Oui, Bah ouais. Rapidement. On Facile, dit aussi, facile, on dit hein, aussi pressimi aussi souvent. Pressigné comme le village. Pressimi. Ah, Pressimi, Pressimi, la Pressimi. d'accord. Ouais. Alors ensuite, On ramasse les charrettes sous la moyère. alors qu'est-ce que c'est que la maillère? Parce que les charrettes, on voit à peu près ce que c'est. Ouais. Hein. La moyère, on ramasse les C'est charrettes. un hangar. Eh ben oui, c'est le Ah, hangar. C'est le hangar, tout à fait. C'est la traduction Oui. du hangar. La maillère. On fout Bien ça sous joué. la maillère. Bien joué. Sous Ah le oui. hangar. Suivante. Alors, Alors, moi j'aime beaucoup cette phrase. Enfin, je le dis ça régulièrement. Mais là, j'ai trouvé le terme pour donner... Pas pour de donner- hadon. Pas de hadon que des Que des rendez-vous. rendez-vous. Alors, qu'est-ce que je dis souvent? Qu'il n'est pas que des rendez-vous. pas de radon, que des rendez-vous. Voilà. Pas de radon, que des Que, rendez-vous. que veut dire hadon? Euh, Personne ne l'a? Bah non. Eh ben, ça veut dire hasard. Et donc, moi, je Ah, dis toujours oui. pas de hasard, que des rendez-vous. Ah ben voilà, ça Voilà. sera super. Et peut-être le mot de la fin, non? Eh C'est ben, ça si vous voulez, ou ben, sinon en il y en a beauté. d'autres. Hein, si, Bah si vous en non, voulez allez, ça, d'autres. je pense qu'on est parfait. Ah, là, il en ce voulait soir. ils en Une veulent petite une, dernière, ils en alors. veulent une dernière en régie, visiblement. Donc, il en bectait tellement qu'il avait couru. Ah bah, il en a mangé Tellement tellement qu'il qu'il en... Oui, je qu'il pense. était malade. Ouais, alors, Couru. qu'est-ce que c'est que t'es becté? Manger? Manger, Non. Non. Ah non? Non, alors c'est pas becté, hein, dans le sens... Ah, c'est bah, becqueté. Ouais, becté, c'est de l'argot, c'est familier, Embrasser. becté. Hein, c'est... D'accord. Non, Non. il bectait tellement... Bah, il y a un lien avec la bouche, hein, forcément. hein. Il en racontait tellement. Tellement qu'il n'avait couru. Ah, Donc quand Que- on court, que- en général, on est haletant, on était haleté, donc voilà, il bectait. Ah, il parlait Il tellement bectait, qu'il voilà, qu'il n'arrivait même plus à Il était parler. essoufflé, quoi. ah oui, D'accord. ah Soufflé, oui, et donc, du d'accord. coup, voilà. Ah, elle était pas évidente, Il celle-là. hein. bectait. C'est peut-être la plus compliquée de toutes. hein. Becquet, Ah bah, c'est pour ça qu'il a Ouais. voulu enregistrer, certainement. C'est ça, ouais. Ouais. Non, moi, à part Bon, bah, qu'est-ce que tu super. bouines, Ah bah oui, mais bon. mais ça, c'est dans le Ah, merci. parler encore C'est- aujourd'hui. c'est- ça. eh ben, et puis il faut le garder. Il faut le Parfait, garder. on a encore appris Comme plein de tous les choses. thèmes. Formidable. Puissons-nous nous en souvenir à l'avenir. C'est ce qu'il faut, je vous le souhaite, votre permet. Bah, on a des mémoires de moineaux hein, par moment. Merci en tout cas, Pilou. C'était de l'embarras de plaisir. À bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt. Monsieur le maire, Xavier Gaillard, merci d'être venu. d'avoir C'est moi qui vous participé remercie. Vous remercierez bien et Pascal parlé. et puis on la n'y nouvelle manquera équipe. pas. Ouais, c'est gentil à vous. Merci, bonne continuation à vous. Pascal, on se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci. Et puis nous, on se retrouve dans quelques instants avec notre invité, Hugo Cardon, pour parler de voile avec un navigateur sartois.
Oui, la Sarthe est un département de sport mécanique, mais aussi un département de voileux, puisque depuis déjà plusieurs décennies, on se souvient de Stéphane Sevaux, l'écoméen, qui avait participé à de nombreuses courses en solitaire et au Tour de France à la voile, ainsi que la Coupe de France, avec aujourd'hui un jeune espoir de la navigation sartoise. Il s'appelle Hugo Cardon, il a 23 ans. Il est né au Mans, c'est bien ça, Hugo ? Exactement. Ouais, il y a 23 ans. Alors, on parle de vous aujourd'hui, bien évidemment, parce qu'il y a des projets dont on va reparler tout à l'heure, mais aussi parce que vous avez fait une superbe année 2025 avec comme point d'orgue la course du Figaro, on va dire. C'est quand même la course référence. Exactement, une course qui représente beaucoup pour les marins. L'une des courses les plus dures à la voile en solitaire, donc une très grande fierté déjà d'avoir pu prendre le départ en septembre dernier. Ouais, alors, puisqu'on en parle, vous avez été nommé rookie. C'est-à-dire le bisut, on va dire, de l'année, le meilleur jeune de la course du Figaro, avec une victoire d'étape en Espagne. C'est ça c'était vraiment inattendu. J'avais des rêves de victoire en tant que bisu, justement, sur les jeunes marins. Après, sur le classement général, je ne m'attendais pas du tout à réaliser une si belle performance, et puis aussi une 6e place au général qui vient couronner cette course-là, donc incroyable cette saison. Oui, parce que la course du Figaro, on l'a dit tout à l'heure en préambule, c'est vraiment à la course de référence. Je veux dire, tous les futurs grands marins ont participé un jour, au moins participé, voire gagné ou fait des places à la course du Figaro, qui est une course en solitaire, avec des bateaux monotypes, puisque vous disposez tous du même matériel, quoi. Exactement, c'est ça que je suis venu chercher aussi. Peu importe le budget, d'où on vient, on a tous le même bateau. Comme vous le dites, c'est une classe monotype. C'est vraiment le marin qui va faire la différence, et c'est ça qui nous attire et qui fait la beauté aussi de cette course-là. Ouais, alors on voit des images, bien évidemment, de votre bateau. Et puis, il y a eu en 2025 la Route du Rhum. En début d'année, vous avez également participé, rappelez-nous un petit peu, à d'autres épreuves aussi. Alors, j'ai fait la Transat Paprec, donc toujours sur le circuit Figaro. Avec là aussi la meilleure jeune, la place de meilleure jeune. Là, il n'y avait pas de meilleure jeune. Tout le monde est pied d'égalité sur la Transat. D'accord. C'était en double mixte, la première Transat double mixte avec Anna Patuche. Et ensuite, j'ai pris part sur mon bateau à d'autres courses en double avec Antonin Chapeau également, un ancien coureur du circuit Mini dont je participais également avant sur la Mini Transat en 2023, donc ma première traversée de l'Atlantique. Et après, j'ai continué à faire mes armes en solitaire pour préparer au mieux cette solitaire du Figaro et arriver prêt en septembre. Ouais. Alors, j'ai dit tout à l'heure, au début de l'émission, il y a eu quelques navigateurs sartois. Mais alors vous, comment vous est venue l'idée d'un jour, vous avez accompli un rêve ou c'était quelque chose qui vous trottait dans la tête depuis vos débuts, de devenir navigateur? Je pense que c'est plus qu'un rêve, c'est ma vie entière. J'ai grandi en naviguant à la Gemmerie depuis tout petit, depuis mes 8 ans à peu près sur l'Optimi. J'ai commencé... Gemmerie, c'est, excuse-moi, à Arnage, pour ceux qui ne le sauraient pas. Au club d'Arnage, où je suis d'ailleurs toujours licencié. Ouais, d'accord. Et j'ai commencé donc à 6 ans par la planche à voile, à 8 ans l'Optimi sur le lac d'Arnage. Et de là, j'ai voulu continuer, après en faire mon métier. Donc je suis parti au Sable d'Olonne en sport-études aussi, où je pratiquais toujours le dériveur et en même temps j'étudiais pour devenir préparateur de bateaux de course. Et c'est là-bas que ça a un petit peu changé ma vie. J'ai rencontré Arnaud Boissière qui m'a pris sous son aile et qui m'a montré les rouages d'un bateau de course au large. C'était en pleine préparation du Vendée Globe 2020 et j'ai découvert un nouvel univers qui m'a passionné. Et du coup, grâce à son aide aussi, j'ai pu me lancer dans mes propres projets au début, du coup, en Mini 650, sur les plus petits bateaux de course au large. D'accord. Et à 21 ans, j'ai été le plus jeune skipper sur la Mini Transat en 2023 à traverser l'Atlantique en solitaire. Donc voilà, et c'était, entre guillemets, une page à tourner, la Mini Transat, et je voulais m'orienter plutôt sur la voile professionnelle après. Et pour moi, mon rêve, c'est la Route du Rhum. Et pour atteindre ce rêve-là, la classe Figaro est pour moi un passage obligatoire pour espérer performer sur les classes supérieures par la suite. Ouais. Bon, alors, comme dans tous les milieux, bien évidemment, quand on veut devenir un sportif professionnel, qui plus est dans le milieu de la voile, il faut se battre. Il faut aussi, durant l'hiver, partir avec sa valise pour se vendre, pour essayer de trouver des partenaires, des sponsors. J'imagine que là, on est durant la période hivernale. C'est ce que vous faites aussi? Complètement. Avant d'être navigateur, je suis avant tout chef d'entreprise aussi. Faut que je puisse en vivre, faut que je puisse monter le projet, financer les saisons. Donc effectivement, c'est une grosse partie du métier. Tout le monde pense qu'il n'y a que la partie navigation, s'entraîner, faire la course, mais pas du tout. Il y a une grosse partie, c'est faire des conférences, rechercher du budget, animer des équipes, etc. et faire vivre justement le projet tout au long de l'année. C'est ça qui est important pour moi. Et créer du lien aussi, notamment avec ce projet que j'espère 100% sartois encore l'année prochaine, enfin cette année-là. Donc c'est ça qui m'anime au quotidien et pas que la navigation. Ouais, on le voit sur votre chemise, la Sarthe, bien évidemment, en partenaire. On voit aussi Cap à l'Ouest. Vous pouvez nous parler de quoi il s'agit? Donc Cap à l'Ouest, c'est un projet d'inclusion de personnes en situation de handicap.
par le biais du sport de haut niveau. Et donc c'est un projet qui accompagne 3 sportifs via la Team MAM, qui épaule aussi mon projet. Donc qui représente Paul, Marion et Hugo. Tous les 3 sportifs qui ont un rêve, c'est d'aller au JO à Los Angeles en 2028. Et donc mon but à moi, c'est de promouvoir aussi leur projet à eux et montrer que quand on a un rêve avec beaucoup de travail, de s'entourer aussi des bonnes personnes, et ben on arrive un jour à vivre nos rêves. Ouais. C'est un travail en solitaire, bien évidemment, quand on est sur le bateau, mais en amont, c'est un travail collectif, vous venez de le dire, avec la Team MAM. En quoi cette équipe peut vous apporter aussi, cette équipe sartoise, faut-il le rappeler aussi, hein? Exactement. Et ben, elle m'apporte au quotidien une équipe composée, par exemple, pour mon équipe technique, d'une nutritionniste qui m'accompagne sur le plan technique, un préparateur mental, un ostéo, etc. Et après, sur le montage financier aussi du projet, sur comment se vendre, sur l'aspect marketing aussi, le design, etc. Donc c'est vraiment une très grosse équipe qui m'entoure, sur la recherche, la gestion des partenaires, la communication. Donc c'est environ une dizaine, quinzaine de personnes qui m'épaulent au quotidien actuellement. Ouais. Des gens qui vous... Parce qu'on sait, il y a des obstacles, mais aussi il y a des moments de doute. J'imagine que ces gens-là sont là aussi pour, de temps en temps pour vous rebooster, pour vous remotiver, hein, parce que c'est un vrai défi à chaque fois. Oui, complètement. C'est pas facile sur l'eau. Mentalement, c'est compliqué quand on part plusieurs jours en solitaire. On peut avoir des hauts, des bas, etc. Mais aussi à terre, sur le montage du projet. Comme je disais, c'est des projets assez lourds financièrement à porter, surtout quand on est jeune aussi. L'argent, ça peut faire aussi un petit peu peur. Donc effectivement, il faut être bien entouré et je suis bien entouré, donc ça fonctionne bien. On parlait de budget, on peut donner un chiffre à peu près, ce que ça peut coûter pour que les gens aient une idée, un petit peu une saison à haut niveau, quoi. Une saison à haut niveau, pour être au top, ça représente à peu près des budgets de 200 000 € en Figaro. Et ensuite, sur les projets que je veux monter pour m'aligner au départ de la route du Rhum, on se trouve sur des budgets d'environ 400 000 € hors bateau. Ouais, ok. Ouais. C'est quand même beaucoup et peu, mais par rapport à d'autres projets, bien évidemment, parce que là, vous faites, on va pas dire c'est le minimum, mais c'est ce qu'il faut pour participer au moins à cette course. Juste pour pouvoir monter le projet et financer l'ensemble des personnes qui m'entourent. Ouais. Ça reste un sport mécanique, on peut comparer avec les voitures, nous, au Mans. Bien sûr. Est sur des budgets à peu près similaires. Oui, 2026, c'est quoi le programme, Hugo ? 2026, je renchaîne sur une saison Figaro pour continuer à apprendre. Avec le même bateau ? Avec le même bateau. Avec un projet double aussi à la fin de l'année où je vais accompagner une fille, Noémie Catalano, où je serai donc co-skipper pour préparer une deuxième Transat Paprec début 2027. Et l'objectif, ça va me permettre de me libérer aussi un peu de temps de mon côté pour continuer à préparer le projet Classe 40 qui arrive très vite, pour ensuite récupérer, je l'espère, un bateau à l'hiver prochain et le préparer et m'entraîner et participer aux courses les années suivantes et m'aligner au départ de la route du Rhum 2030. Ouais. Avec votre résultat en 2025 au Figaro, justement, est-ce que ça donne un petit peu plus de poids, un peu plus de consistance aussi quand on va voir les partenaires, les sponsors ? Parce que là, c'est quand même des résultats qui sont probants, quoi. Forcément, ça donne de la crédibilité, de la confiance aussi aux partenaires, malgré ma jeunesse, parce qu'au début, on peut se demander, mais est-ce qu'il est vraiment capable, etc. Donc oui, ça donne de la confiance. Après, ça n'arrive pas tout seul du jour au lendemain non plus, parce que j'ai fait des belles performances, mais ça facilite les choses, les rencontres, etc. La grande échéance, vous l'avez dit, c'est la route du Rhum en 2030, hein, c'est bien ça. Ouais. Avant, c'était cette année. C'était cette année, et après, il faut beaucoup de courses aussi pour pouvoir se qualifier. D'accord. Donc, ce n'était pas possible dans mon programme, et financièrement aussi. Ouais. Il faut se laisser le temps de monter aussi les projets pour avoir des projets viables et performants aussi. Bien sûr, ouais. Ça, la route du Rhum, c'était vraiment l'objectif pour vous. C'était la course que vous aviez cochée depuis quelques années, parce qu'il en existe plein. Hein, tout petit, en fait, j'ai ma marraine qui habite pas loin de Saint-Malo. Et en fait, j'ai grandi avec cette course-là, voir ces bateaux sortir des écluses de Saint-Malo. C'est ces images-là qui sont ancrées en moi et qui me font rêver depuis tout petit. Et donc, moi, ça n'a pas été forcément le Vendée Globe tout de suite, mais c'est vraiment la route du Rhum qui me fait rêver. Ouais. Et plus loin encore, vous vous projetez déjà ? Est-ce qu'un Vendée Globe, tiens, ça vous parle ? Pourquoi pas, on verra par la suite. Après, c'est pas du tout les mêmes projets, c'est pas du tout les mêmes budgets, encore une fois. Ouais. Mais oui, ça fait rêver tous les marins. Un tour du monde en solitaire, effectivement, c'est le Graal quand même pour tout marin. Ouais. Qu'est-ce que vous diriez à un jeune justement qui veut se mettre à la voile comme vous, que c'est faisable, que c'est possible, qu'on peut débuter effectivement par la planche à voile, par le 420, le 470 à la gemmerie, et puis après... Il faut être aidé, bien évidemment. Tout seul, c'est difficile, mais comme tous. Hein, il faut être entouré, il faut avoir des rêves. On a de magnifiques plans d'eau en Sarthe, mais même sans parler forcément que de voile, à tous les jeunes qui ont des passions, des sports, etc., de vraiment donner le maximum, de croire en ses rêves, mais surtout de travailler. Je sais que tout le monde dit un petit peu ça, mais c'est vraiment le travail qui fait qu'on y arrive. Ouais. Donc, croire en ses rêves et tout donner. Ouais.
On est mardi, demain matin, cap sur Lorient, c'est ça, vous m'avez dit, pour vous entraîner? Demain matin, je crois qu'il y a mon entraîneur qui me regarde, 9h30 à Lorient. On a des briefings en salle, on a pas mal de théories. Et puis retour sur l'eau jeudi, parce que demain, il y a tempête là. Et la première course, c'est quand? La première course, ce sera début mars avec la Solo Guicoten. Avril, on a une course en double, trophée BPGO au départ de Concarneau également. Et ensuite, la Solitaire du Figaro, mon épreuve phare pour 2026, de mi-mai jusqu'à mi-juin. D'accord, qui parle des côtes françaises jusqu'en Espagne, c'est ça? Exactement, première étape qui a été dévoilée. On partira de Perros-Guirec en Bretagne et on ira à Vigo. Super. J'espère que ça me réussira aussi bien que l'année dernière. Eh ouais, vous avez gagné donc la victoire d'étape. Exactement. Ah, c'est ça. Merci Hugo, bravo pour Merci ce que à vous vous. faites. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Plus belle Massarthe du côté de Verneuil-le-Chétif. Bonne fin de soirée. Au revoir.